Adrien? Ouais, Adrien, bonjour. salut. Ce qui se passe, c'est que tu as accepté ma demande, ou alors plutôt, on s'est reparlé, tu m'as dit peut-être qu'on pourrait se voir, puis on peut se voir parce que tu as des choses à me dire Ouais. par rapport à ce qui se passe actuellement. On est le lundi 20 avril 2020, et c'est le jour du confinement numéro, je crois que c'est 35. Ouais, je compte plus les morts et je compte plus les jours là. C'est anxiogène. Ben oui, Mais ouais, non, je pense que c'est un bon moment pour essayer de chacun se ouvre les yeux, se documente et essayer de contribuer un petit peu à l'éveil collectif sur des sujets dont on ne parle pas forcément très souvent. Et les gens connaissent pas bien en fait. Il y avait Henry Ford qui avait dit si les gens comprenaient la création monétaire, il y aurait une révolution demain. Donc c'est vrai que si les gens vraiment comprenaient ce qui se passait, je pense qu'il y aurait beaucoup de personnes qui seraient très en colère. Malheureusement, ils emploient des termes techniques, ils couvrent ça et tout ça, donc ça reste quelque chose d'assez vague et puis et personne ne se révolte. Donc c'est pour expliquer un petit peu ça, les politiques des banques centrales ces dernières années. Donc en fait, normalement, les banques centrales étaient là. Donc il y a la Réserve fédérale américaine qui a été créée en 1913, à l'initiative de banques privées d'ailleurs. La BCE, forcément, c'est beaucoup plus récent parce que c'est né avec l'euro, mais qui était là principalement pour, notamment la BCE, son mandat c'était le contrôle de l'inflation. Banque Centrale Européenne. Ouais. Donc, contrôle de l'inflation, donc essayer d'avoir une inflation de 1-2% et contrôler ça. Donc comment ils contrôlent ça? Ils contrôlent ça via les taux d'intérêt. Donc il y a la Banque centrale qui va décider d'un taux d'intérêt directeur, Mhm. qui ensuite va être la base pour tous les prix, tous les taux d'intérêt, que ce soit gouvernementaux, quand ils vont émettre de la dette, ils vont se baser sur ce taux-là. Les privés, les entreprises, etc. Et donc, quand il y avait en période de forte croissance économique, donc ils avaient tendance à monter les taux d'intérêt pour éviter justement une surchauffe et l'inflation. Quand il y a une forte croissance économique, quand il y a le plein emploi, du coup les salaires ont tendance à augmenter, les prix vont augmenter, etc. Donc ils vont monter les taux d'intérêt, donc ils vont rendre le loyer de l'argent plus cher. Et à contrario, en période de ralentissement économique, pour inciter les gens à emprunter et à consommer, ils vont baisser les taux d'intérêt. Donc leur principale mission c'était ça. Il y avait aussi en cas de crise de liquidité, c'est le prêteur en dernier ressort en fait, quand les banques ne veulent plus se prêter entre elles, il y a les banques centrales qui venaient prêter et injecter des liquidités comme ça en urgence. Depuis, il y a eu la crise de 2008-2009 qui a été une crise de la dette, parce que ça a commencé par les prêts hypothécaires, prêts immobiliers américains. Donc en gros, on leur a vendu, on les a fait acheter on les a encouragés à acheter des maisons sans qu'ils aient à mettre aucun dépôt, etc., avec des taux d'intérêt variables. Quand l'immobilier a commencé à baisser, il y en a plein qui se sont retrouvés, ils ne pouvaient plus honorer leurs dettes. Avec ça, ils avaient construit des produits, on va appeler ça des produits toxiques, bref, qui étaient dans le bilan des banques. Et donc, quand tout ça a pété, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un transfert, en fait, transfert de dette. Ils ont voulu régler un problème de la dette avec plus de dettes. Ils ont transféré les dettes des banques vers les gouvernements et ensuite des gouvernements vers les banques centrales. Ce qu'ont fait les banques centrales en 2008, c'était 2009, c'était justifié, c'était des mesures exceptionnelles. Enfin, c'est une situation exceptionnelle, donc c'était justifié. Le problème, c'est qu'il n'y a eu aucun courage politique, parce qu'on dit qu'elles sont indépendantes, mais bien entendu, elles sont quand même très liées au pouvoir, d'arrêter ces mesures qui auraient fait certainement mal au marché, etc., mais qui étaient nécessaires. Donc je vais expliquer. Elles ont mis en place ce qu'ils appellent le quantitative easing. Donc quantitative easing, QI, les gens ont dû en entendre parler. En fait, ça consiste pour une banque centrale de créer de la monnaie. Donc ils créent comment de la monnaie? Ils appuient sur un bouton. Créer de la monnaie. Ils disent par exemple, le programme américain à un moment c'était 85 milliards par mois. On crée 85 milliards par mois. Et avec ces 85 milliards, on va les investir sur les marchés financiers. Donc principalement sur les obligations, pour faire en fait baisser les taux d'intérêt. D'accord? Quand on achète, ça va faire baisser les taux d'intérêt. Et puis il dit ça va comme ça encourager la consommation. Donc elles ont mis en place ces programmes. À titre d'exemple, la Fed qui a été créée en 1913, pendant toute son histoire jusqu'en 2008, il n'y avait jamais eu, son bilan n'était pas monté au-delà des 800 milliards, 850 milliards de dollars. Avec le programme de QI, il y a eu le QI1, QI2, QI3. Elle est montée à 4500 milliards à un moment, et aujourd'hui c'est plus de 6000 milliards.
Donc juste à titre, tu vois, si je reviens sur un siècle en fait, on a fait x6, x7 en l'espace de 10 ans. Quoi. Donc voilà, planche à billets, création monétaire. Le problème c'est que cet argent, il va sur les marchés financiers, il ne va pas dans l'économie réelle. Voilà. Donc on achète des obligations d'Italie, de la Grèce, d'entreprises aussi. Donc on va, la Banque centrale va choisir quelle entreprise en fait elle va financer. Mais tout ça, ça fait quoi? Ça crée des bulles au point en fait où tu étais, si tu regardais les nouvelles en termes d'économie réelle, macroéconomique, une mauvaise nouvelle macroéconomique était une bonne nouvelle pour les marchés financiers. C'était bad news is good news is bad news. Pourquoi? Parce que quand il y avait une mauvaise nouvelle sur l'économie, ça assurait un petit peu les marchés du soutien des banques centrales. Voilà, elles savent qu'elles vont se faire aider régulièrement, Voilà. qu'il y a donc de l'argent qui est envoyé dans les tuyaux. C'est le casino en fait. Voilà. Tu vas au casino, on te dit bah, vas-y, tu joues, on te donne l'argent pour jouer. Si tu gagnes, tu gardes l'argent. Si tu perds, t'inquiète pas, nous on vient T'en auras te toujours derrière. plus. Et mais qu'est-ce qui se passe? J'ai une question, je sais pas si ça va te couper, non, je pense pas dans ton vas-y. explication. Je pense à BlackRock et je pense à tous ceux qui gagnent de l'argent actuellement. Si le système s'effondre, tout le monde s'effondre? Ah ouais. Tout le monde, hein. Ouais. Mais ils vont tout faire pour que ça s'écroule ou pas? Parce qu'il y a un crack boursier qui est prévu, on n'est pas déjà dedans, tu vois? Tu peux me répondre plus tard si tu veux. Ouais, non, mais le crack, il est là quand même. Ouais. Ils ont fait moins 30%. Ouais. Le CAC 40, je crois, en un mois, il a fait moins 30%. Ouais, donc là, on parle de crack. Il a un peu fait le yo-yo, ouais. Ça peut couler. Après, mais justement, en fait, et ça s'était déjà produit, je sais pas si tu te souviens, il me semble que c'était quand la Fed a décidé de remonter son taux. C'était en décembre 2014, si je me souviens bien. Janvier 2015, tu as une baisse des marchés de 15% ou 20%. Un carnage. Et c'était dû à quoi? Et là, parce qu'il y a aussi donc il y a le programme de QI et il y a aussi les taux d'intérêt. Ouais. Je parlais des taux d'intérêt tout à l'heure. À titre d'information, les taux d'intérêt avant la crise de 2008-2009 pour la BCE, ils étaient à 5,5 je crois. 5,5. La Fed elle devait être à 4,5, 5. D'accord? Donc ils ont baissé les taux d'intérêt. 4, 3, 2, 1, 0. Négatif. Aujourd'hui, on a des taux d'intérêt négatifs. Alors, pour que les gens comprennent, c'est quoi un taux d'intérêt négatif? On t'a toujours appris que si tu prêtais de l'argent, tu prenais un risque. Voilà, là tu peux emprunter tranquillement, c'est ça, non? C'est pas que ça. En fait, tu dois payer pour prêter de l'argent aujourd'hui. Ah oui. Le taux d'intérêt négatif, ça veut dire que tu oui. payes pour prêter de l'argent. Oui. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si tu prêtes de l'argent au gouvernement allemand, même au gouvernement français sur 5 ans, il doit être négatif. À 5 ans, échéance 5 ans, tu payes, en fait, chaque année tu payes pour lui prêter de l'argent. Ça intéresse les gouvernements, ça? Bah oui, ça intéresse le gouvernement. Ils se font payer aussi. Oui, ça intéresse le gouvernement, sauf que c'est une aberration. Ouais. Parce qu'en fait, ça rend le présent plus incertain que le futur. Et toi, on t'a dit, bah, tu prends un risque, donc tu dois être rémunéré pour ce risque. Et on va te payer, en fait, qu'est-ce qu'on te paye quand tu prêtes de l'argent? C'est en fonction du risque que tu prends, donc le risque de celui à qui tu prêtes. Tu vas pas demander le même taux d'intérêt si tu prêtes de l'argent au gouvernement allemand que si tu prêtes de l'argent à une entreprise qui a 6 mois juste d'existence et qui a pas de cash, qui a aucune réserve. C'est un taux d'intérêt négatif pour tout le monde ou pour simplement des... Non, c'est le taux d'intérêt directeur en fait qui sert de référence et négatif. Oui. Ça fait qu'après, c'est en fonction donc du risque de l'émetteur, en fonction des attentes d'inflation. Parce que si tu prêtes sur 10 ans, ce que tu veux c'est au moins récupérer ton argent ajouté de l'inflation. Ouais. Si tu as 2% d'inflation par an et que tu prêtes 100 aujourd'hui, si tu récupères que 100 dans 10 ans en termes de pouvoir d'achat, tu vas avoir ton pouvoir d'achat qui est erroné. Oui, parce qu'il y a l'inflation qui joue aussi, bien sûr. Voilà, donc c'est l'inflation plus le risque d'émetteur. Et donc là, non, tu as, je crois, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais il y avait encore quelques semaines, tu avais 15 000 milliards de dettes qui étaient à taux d'intérêt négatif. Donc les gens en fait payent pour prêter de l'argent. Donc c'est une aberration totale. Ils ont dit qu'ils faisaient ça pour relancer la consommation. Oui. En gros, si tu pénalises les gens, bah, ils vont se dire, ils sont même plus, ils sont plus à zéro. Ils l'ont déjà fait à zéro, mais maintenant c'est à moins. Ouais. Il n'y a pas de limite, quoi. Le zéro n'est pas une limite. Et ils disent, parce que chaque fois, en fait, ils vont pas dire que c'est pour les marchés. Ils disent, ben non, c'est pour l'économie réelle, pour relancer l'emploi, etc. Tu ne vas pas dire que toutes les décisions sont prises pour les marchés. Et donc là, en fait, c'est l'inverse qui se produit, parce que les taux d'intérêt négatifs, ça a été mis en premier en Suède, il me semble. Même à moins 0,75, encore plus bas que la BCE.
Et ce dont ils se sont aperçus, c'est que le taux d'épargne en fait augmentait. Parce que les gens se disaient, pour ma retraite, je vais avoir besoin de plus d'argent puisqu'ils vont m'en prendre une partie. Donc il faut que j'économise plus. Ouais. En fait, tu consommes quand tu as confiance en l'avenir, que ce soit les entreprises, que ce soit les particuliers. Donc l'idée d'aider les foyers, c'est pas une idée valide, puisqu'on comprend très bien que les foyers, enfin les particuliers, vont épargner et vont pas consommer. C'est complètement bidon. Ce que ça fait en fait, c'est alors les taux d'intérêt très bas, négatifs, etc. Ça encourage certaines pratiques qui sont complètement immorales, pas éthiques ou ce que tu veux. C'est le rachat d'actions par les entreprises, par exemple. Comme elles peuvent emprunter à quasiment rien. Qu'est-ce qu'elles ont fait ces dernières années? Rachat des petites boîtes. Non. Hein? Elles ont emprunté de l'argent pour acheter leurs propres actions. Ah. Comme ça booste en fait le bénéfice par action, parce qu'il y a moins d'actions disponibles. Ouais. Ça fait monter ça fait monter les cours. Ouais. Ça, c'est un soutien qui est un soutien énorme. C'est des milliers de milliards. Aux États-Unis, par exemple, c'est énorme. Apple, etc. Chaque fois qu'ils annonçaient des rachats d'actions, ça faisait monter le cours. Donc, qui c'est qui en bénéficie? Les actionnaires, etc. L'argent que tu dépenses en rachetant tes propres actions, c'est pas de l'argent que tu vas investir qui va créer de la croissance, qui va créer des emplois. C'est pas des magasins que tu vas ouvrir. C'est pas de la recherche. Tu vois? C'est vraiment de l'ingénierie financière, en fait. Donc ça, en fait, c'est pratique. En plus, ceux qui décident qui prennent ces décisions, c'est ceux qui sont au board des entreprises et eux qui ont plein d'actions. Oui, au niveau administratif, tout en haut, dans les conseils d'administration. Voilà. Le conseil d'administration, eux, ils ont plein d'actions de la boîte et puis ils décident de racheter des actions. Ils s'augmentent tous les uns les autres, tous les conseils de toute façon en même temps aussi. Donc tout ça, en fait, ça a contribué à les milliers de milliards déversés par la Réserve fédérale américaine, par la Banque centrale européenne, par la Banque du Japon, par la Banque d'Angleterre. Côté asiatique aussi, côté aussi anglais. Japon, parce qu'on a parlé de la BCE aussi, la Fed, mais pas seulement. Anglais, Japon, tout partout. Principal. En fait, chaque fois qu'il y avait une fois quand la Réserve fédérale. Elles sont toutes reliées aussi. Ouais. Quand la Réserve fédérale a dit nous on va arrêter. Oui. Du coup, il y a le Japon qui a pris le relais. Du coup, il y a Mario Draghi aussi qui a fait cette annonce. Oui. Je sais pas, c'est pas l'été 2013. Il a dit whatever it takes, we will do whatever it takes to save the euro. Comme l'a dit le président Macron, on fera tout ce qu'il faudra. Voilà, exactement. En français. Et là, c'était le mot-clé en fait. Les marchés, chaque fois, ils réagissaient en fonction des discours des banquiers centraux. Le mot magique, c'était sans limite. Alors là, c'est illimité en quantité et dans le temps.